entré en littérature par l'essai, Histoire de la pudeur, et on peut dire que ce livre a été tout de suite une sorte de grand succès. Est-ce que vous pouvez vous expliquer sur le choix de cet essai? Parce qu'après, vous en avez fait beaucoup d'autres. Moi, j'en ai compté 13, dont certains d'ailleurs sont des commandes. Mais le choix de la pudeur, Histoire de la pudeur. Alors, c'est un livre qui est né de mes fréquentations de bibliothèque et de fréquentation de livres anciens. J'ai toujours une passion pour les livres du XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle. Et j'ai eu l'occasion à l'époque d'aider ma marraine, qui était conservateur à la bibliothèque des Chirous à Liège, de faire son inventaire des livres anciens. Alors pour moi, l'inventaire, c'était pas simplement mettre le titre d'un livre sur du papier, sur un registre, c'était feuilleter un peu, et je me suis beaucoup amusé à découvrir des tas d'auteurs dont on n'avait jamais parlé, dont je n'avais jamais entendu parler. Et ce qui me frappait là-dedans, c'était que la même anecdote, reprise à des siècles différents, dans des livres différents, vus donc par des auteurs différents, changeait d'interprétation. Il y a des moments où on se moquait de l'attitude d'un personnage, d'autres moments où on l'encensait. Et je me suis dit, finalement, ce qui importe dans l'histoire de la nudité, parce que finalement, l'histoire de la pudeur est une histoire de l'impudeur, ce n'est pas la nudité en soi, mais le regard que l'on porte dessus. C'est un livre qui est tombé au bon moment, je crois, à une époque où on commençait à revenir un peu de cette grande libération impudique ou indécente, ou cette grande réaction contre la pudeur qu'il y avait eu dans les années 70-80, on commençait à se poser des questions, et ce livre est venu au moment où les questions se posaient de façon plus cruciale, à tel point que maintenant, les gens qui me parlent de ce livre me parlent toujours d'un éloge de la pudeur. Je dis, mais non, je n'ai jamais fait d'éloge de la pudeur. Mon attitude est totalement indifférente face à ce sujet. Je l'ai abordé en historien, je l'ai abordé dans une perspective historique, donc relativiste. Et je n'ai pas ni à faire l'éloge, ni à condamner quoi que ce soit. Mais c'est resté dans les esprits comme une sorte d'éloge de la pudeur, et comme quelque chose dont on avait besoin à cette époque, où on revenait un peu de cette grande libération corporelle qu'il y avait eu dans les années 70-80. Donc tout ce que j'essaie de faire, ce serait une sorte d'histoire du regard, la façon dont les événements historiques, mais surtout les mentalités, les jugements que l'on a portés sur telle ou telle chose, telle ou telle attitude, a petit à petit forgé une conscience qui est la mienne et qui est celle de notre époque. Donc je ne suis pas historien, je suis philologue, je suis passionné d'histoire, et j'essaie d'écrire des livres d'histoire avec le maximum de rigueur et de critique historique, mais ce qui m'intéresse dans l'essai historique est essentiellement la trace dont notre époque est redevable au passé. Donc ce qui m'intéresse, par exemple, dans l'histoire des boissons, ce n'est pas tellement les techniques, l'histoire des techniques de boissons, mais c'est l'histoire des jugements qui ont été portés sur les différentes boissons. Pourquoi est-ce que telle boisson est pointée du doigt comme une boisson d'homme, d'autres comme une boisson de femme, d'autres comme des boissons d'enfants? Pourquoi est-ce qu'il y a une guerre entre le Coca-Cola et le vin, entre la bière et le vin, entre le vin de Bordeaux et le vin de Bourgogne? Tous ces lieux communs, tous ces clichés, tous ces jugements qui ont été plus ou moins motivés contre telle ou telle boisson, me passionne beaucoup plus, parce que ce sont des choses qui restent inconsciemment en nous. Lorsque, à 13 ans, j'ai bu ma première bière, c'était une boisson d'homme et plus une boisson d'enfant. C'est un acte qui porte tout un passé, et c'est ce passé-là qui m'intéresse. On sait que vous êtes liégeois, que vous êtes venu habiter Paris, mais alors vous avez ces retours réguliers dans votre famille, chez vos parents, la petite chambre qui est restée bien là, etc. Et donc vous faites ce voyage, le retour à Liège, il y a là quelque chose d'assez émouvant. Et donc je voulais vous interroger un peu sur vos rapports à la Belgique. Qu'est-ce que c'est, comment vous voyez la Belgique de Paris? Est-ce que c'est celle-là, telle que vous la décrivez dans L'Homme Fougère? Oui, certainement, certainement. Ce que je voudrais dire d'abord, c'est que L'Homme Fougère est effectivement un de mes livres les plus autobiographiques, donc les moins fidèles à ma biographie. Oui. J'en dis beaucoup plus sur moi dans Le Frère à la bague. Oui. Je me sens beaucoup plus Ou proche dans La Faute d'Armand des Rouet femmes. ou dans La Faute des femmes, Oui. que dans ce livre. Le héros est né le 3 septembre 56, moi je suis né le 4 septembre 56. Donc nécessairement, il ne peut pas être moi. Mais nécessairement, je suis très près de ce qu'il a vécu,
Mais je dirais que plus je suis dans l'autobiographie, plus je mets un mur entre moi-même et le personnage. Tandis que lorsque je suis dans un roman historique, je peux m'investir totalement dans un personnage. Alors, mes rapports avec la Belgique, je dirais que c'est un peu le même paradoxe. Plus je suis loin de la Belgique, plus je me sens belge. Et j'ai découvert ma belgitude fondamentale en arrivant à Paris. Parce que quand j'étais en Belgique, c'était tout naturel d'être belge. Ici, il a fallu que je me défende en tant que belge. Je ne sais pas si vous avez déjà entraîné un Français à une pièce de Cromlinck, à une exposition danseur, ou lui faire lire Norge ou Michaud ou n'importe quel auteur belge. Là, tout à coup, au regard qu'il vous porte, en se demandant si vous êtes fou, jugé vous-même. À ce moment-là, je sens que ce n'est pas aussi naturel d'aimer Ansor ou Cromlinck ou Maeterlinck ou Norge ou n'importe qui. Ce n'est pas aussi naturel que je le croyais en Belgique. Donc j'ai découvert vraiment que j'étais belge en arrivant en France et en devant. Je ne dis pas défendre parce que ça se fait dans un milieu cultivé où il y a toujours beaucoup d'ouverture, de tolérance et de compréhension, mais où je dois assumer la Belgique. Et lorsque je rentre en Belgique, je rentre dans un milieu où je n'ai plus à assumer cela. Donc je me sens nettement moins belge en Belgique qu'à Paris. Ça peut paraître paradoxal, mais je pense que c'est tout à fait logique. Et donc je me relâche. Oui, il y a aussi le rôle de la mémoire qui joue une fonction essentielle. De nouveau, dans votre dernier roman, le personnage principal se trouve investi, comme ça, par une sorte de délégation de la mémoire d'autres. Comme si les autres l'ayant perdu, il s'en trouvait, investi et les protagonistes le sollicitent par toutes sortes de manières pour justement qu'il lui serve de délégué de mémoire. Je ne sais pas si on peut dire ça. Oui, en fait, le personnage principal a un rapport très, très simple avec son passé. Il ne l'a pas oublié, mais il n'est pas obsédé par son passé. Et donc il pense que le passé n'a pas d'importance pour lui. Et tout à coup, il se trouve confronté à un contrat un peu bizarre. Quelqu'un qui lui demande de racheter son passé. Puisque pour vous, ce passé n'a pas d'importance, moi je n'ai pas de passé, je vous achète le vôtre, à condition que vous l'oubliez, que vous ne puissiez plus ni l'évoquer avec vos amis, ni en parler, ni l'écrire, ni en faire quoi que ce soit. Et tout à coup, ce quelque chose qui n'a aucune importance pour lui, du fait même qu'il devrait y renoncer, devient important, parce que il se rend compte qu'autour de lui, tout est porteur de son passé. Et ce qui m'intéresse dans cette démarche, au-delà de la convention romanesque, ce contrat passé, peut-on vendre son passé, peut-on vendre sa mémoire, ça je dirais c'est le côté convention romanesque. Ce qui m'intéresse là-dedans, c'est cette découverte, tout à coup, cette prise de conscience que ce que l'on pensait inutile, ce qu'on croyait qui n'existait pas vraiment, ce dont on ne se souciait pas, a une importance de tous les instants, du moindre acte que l'on fait. Chaque acte qu'il fait est lourd des 45 ans qu'il a vécu. Son corps était modelé par tout ce qu'il a vécu et il ne peut pas se défaire aussi facilement qu'il le pensait de son passé parce que il est là en lui de tous côtés. Et à un niveau personnel, mais plus encore à un niveau historique. C'est un peu ce que je sens et la prise de conscience que j'ai faite en tant qu'historien. C'est-à-dire que ces 2000 ans de passé, et beaucoup plus que j'ai derrière moi, je peux les ignorer. Et avant de me lancer dans ces études historiques, je les ignorais, mais elles étaient là et elles me travaillaient. Et à partir du moment où j'en prends conscience, je ne peux plus les balayer comme cela d'un grand geste symbolique et inconscient. Alors vous êtes passé à la fiction, enfin au roman, à partir de 89, La faute des femmes, enfin premier roman publié, même s'il y en a eu d'autres que vous avez écrits auparavant. Mais alors dans votre dernier roman, L'homme fougère, qui vient de sortir chez Fayard, il y a une phrase qui m'a fait réfléchir et qui interpelle un peu justement votre rôle d'essayiste. Vous dites ceci.
Oui, ma soif de tout connaître est celle de m'oublier. Donc il y a ce rapport entre ce savoir encyclopédiste et puis finalement le rapport au jeu, c'est-à-dire s'oublier finalement qui on est dans tout ça. Et est-ce que ce n'est pas à partir de là qu'on fait des romans? Oui, c'est aussi à partir de là qu'on fait des essais historiques. Pour moi, les démarches ne sont pas du tout contradictoires. La volonté de s'oublier est une volonté de se connaître, c'est-à-dire de rejeter tout ce qui, dans ce qui constitue ce que je crois être mon identité, n'est pas moi. C'est-à-dire la majeure partie de tout ce qui est conscient et inconscient. Mon identité s'est constituée petit à petit de ce qu'on m'a appris, donc de culture, d'éducation, donc d'histoire, de réflexions qui ne sont pas nécessairement les miennes, et j'essaie de couper tout cela, ou en tout cas de reconnaître ce qui tiendrait à moi en tant que tel, si tant est que ce moi en tant que tel existe, et ce qui tiendrait à des choses que l'on m'a inculquées. D'où les livres d'histoire qui essaient de m'éclairer sur tout ce passé que je Votre porte père en était quand moi. même prof d'histoire, hein? Professeur de français, Ah, de français. oui, oui. Et mon grand-père, professeur de français, Ouais. j'ai un lourd passé de ce point de vue-là. Oui. Et toute ma famille est dans l'enseignement, et j'ai moi-même enseigné pendant 3 ans. Donc mon but est d'essayer de doter un peu toutes les pelures culturelles pour essayer de trouver le noyau au centre, sans savoir si je suis plutôt du genre fruit à noyau avec un réel noyau au centre, ou du genre oignon, où chaque fois qu'on enlève une pelure, on se rapproche du vide. Et je ne sais pas si, enfin, je commence à croire plutôt que ce qu'il y a au centre est réellement un vide, et un vide qui m'intéresse. C'est cela aussi que je traduis, je pense, dans cette phrase. Oui. La volonté de s'oublier, c'est d'oublier tout ce qu'on a ajouté en moi, au risque de devoir affronter un grand néant qui serait le centre de tout être et de moi-même.